Нам предрекали, помните, спад экономики 20-25%, 10%. Совсем недавно мы говорили 2,9%, я говорил. Чуть позднее 2,5%. Валовый внутренний продукт в 2022 году снизился на 2,1%. Это самые свежие данные. При этом напомню, что еще в феврале-марте прошлого года, как я уже сказал, предрекали нам просто обвал экономики. Ce chiffre avancé par Vladimir Poutine, il est étonnamment vrai, Emmanuel. Selon Rochtat, l'Institut de statistique du Kremlin, le PIB russe s'est contracté de seulement 2,1% en 2022. Ce chiffre est confirmé d'ailleurs par le Fonds monétaire international qui avait annoncé moins 2,2% il y a quelques jours. L'économie russe a donc, semble-t-il, résisté aux sanctions infligées par les Occidentaux, eux qui prévoyaient une contraction du PIB russe de 8,5% en mars 2022. L'autre bon chiffre vanté par le Kremlin, c'est celui de l'inflation russe qui recule. 12% en janvier selon Rochtat. Et c'est à peu près équivalent à l'Italie où les prix ont augmenté en janvier, regardez, de 10,1% par rapport à l'an dernier. Autre grand symbole, c'est le rouble qui est revenu à un haut niveau. Oui, alors même qu'il avait nettement chuté au lendemain du début de l'invasion russe il y a un an. Mais la monnaie, regardez, est très vite remontée et aujourd'hui, elle atteint des niveaux jamais vus d'ailleurs depuis 2015. Alors, 3 raisons à cela. D'abord, le Kremlin, qui avec la Banque centrale russe, a interdit aux Russes d'échanger leur rouble en euros. L'effet de panique, de retrait massif de roubles a été évité et les banques russes ont ainsi maintenu leurs réserves en liquidité. La Banque centrale russe a également augmenté ses taux d'intérêt. 20% aujourd'hui. Les Russes sont d'ailleurs du coup incités à garder, à épargner leur monnaie, leur rouble, plutôt qu'à emprunter. Enfin, le Kremlin a obligé les multinationales russes à convertir 80% de leurs revenus engrangés à l'étranger en roubles. Exemple, une entreprise russe qui engrangeait 100 millions d'euros en vendant des produits en Allemagne, elle a dû échanger 80 millions d'euros en roubles. Cela a donc stimulé artificiellement la monnaie. Et puis, il y a bien sûr aussi les chiffres du commerce que fait la Russie avec les pays étrangers. Et là, ils ne se sont pas effondrés. Non, non loin de là. Ils ont même augmenté ces chiffres. Et pour vous le prouver, 227 milliards de dollars. C'est l'excédent de la balance courante de la Russie en 2022. Autrement dit, la différence entre l'argent qui rentre en Russie en 2022, les exportations, les investissements par exemple, et l'argent qui sort de Russie, principalement les importations. Jamais la Russie n'avait atteint un tel excédent et c'est en grande partie dû au prix des hydrocarbures vendus par la Russie, notamment son gaz, qui ont flambé cet été. Et pour Sébastien Jean, économiste au Centre des Arts et Métiers, les embargos occidentaux pris sur le gaz ont dopé cet effet de prix. Écoutez. Ça a été finalement un problème de timing pour l'Union européenne, c'est-à-dire qu'on a annoncé qu'on allait se passer du gaz russe à la fin de l'année, mais la conséquence, c'est que tous les pays européens se sont pressés de remplir leurs réserves avant l'automne, avant la période de chauffe hivernale, si bien qu'ils ont augmenté considérablement leurs achats pendant l'été. Le résultat, c'est que les prix du gaz ont atteint des sommets pendant l'été 2022. On a acheté beaucoup de gaz très cher et donc ça a fait des rentrées de devises très importantes pour la Russie. Et sous sanctions, la Russie a également trouvé d'autres partenaires, la Chine en tête. Le commerce entre les deux pays a atteint en 2022, regardez, 172 milliards de dollars. C'est tout simplement un record. Cette augmentation s'explique notamment par la vente d'hydrocarbures de la Russie à la Chine. Regardez, elle a presque doublé depuis le début de la guerre. Alors, autre symbole, c'est qu'au niveau local, il y a même des entreprises qui trouvent des bénéfices aux sanctions. Oui, dans certains secteurs, les entreprises profitent en réalité du départ des entreprises occidentales sur le sol russe. En réalité, ils n'ont plus de concurrents. Ils ont le champ libre pour répondre à la demande intérieure. Exemple avec ce métallurgiste qu'a rencontré Jérôme Garraud, le correspondant TF1 LCI à Moscou. Depuis la mise en place des sanctions occidentales, son activité ne s'est jamais aussi bien portée, selon ses dires. Мы создали дополнительных 400 рабочих мест. Значит, ввели еще одну смену. Субботы и воскресенье миновали, в смысле, сделали рабочими, посменно. Спасибо большое, теперь мы с ним не конкурируем. La guerre en Ukraine aurait donc également permis de recruter en Russie. Et les chiffres du chômage sont d'ailleurs toujours bas selon les statistiques publiées par les autorités russes.
3,7% de demandeurs d'emploi. La Russie serait donc encore en situation de plein emploi. Merci beaucoup, Quentin. François Langlais nous a bien sûr rejoint pour nous éclairer sur cette situation qui est très intéressante. Pour le coup, elle est chiffrée par Quentin Bérichel. Et on se rend compte que, comme le dit Vladimir Poutine, ça ne va pas si mal. Quel est votre regard aigu sur cette situation? Tout dépend quelle photographie on prend. Si on prend la photo de l'année révolue, le tableau fait par Quentin est parfait. C'est vrai que ces sanctions ont eu un effet inattendu parce qu'elles ont fait grimper le cours des hydrocarbures de façon démente. Et du coup, même si les quantités exportées par la Russie, en Europe notamment, ont été fortement réduites, à mesure que nous nous dégagions de la dépendance énergétique vis-à-vis de la Russie, eh bien, les montants reçus par la Russie ont eux explosé parce que les cours avaient monté dans des proportions absolument inouïes. Donc ça a permis au gouvernement russe de compenser par l'investissement public l'affaiblissement de la demande privée et le départ des entreprises étrangères. Pour vous donner un exemple, la production de voitures s'est effondrée de 60%. Bon, normalement, ça fait mal, hein, mais c'est vrai que Renault est parti, etc. Mais la production de munitions, d'armement, à elle, de sidérurgie, a explosé et ça a fait plus que compenser. Donc, mais à la racine de ça, il y a vraiment l'augmentation du prix des hydrocarbures. Il faut quand même compléter la photo en dynamique, hein, parce que ça n'est plus le cas. Et il y a eu un travail extraordinaire qui a été fait par l'Europe pour se dégager de l'emprise russe à une vitesse sidérante. Enfin, moi, je n'aurais jamais... Autant on n'imaginait pas que les sanctions allaient avoir aussi peu d'effet sur la Russie, autant on n'imaginait pas non plus que l'Europe serait aussi rapide à se dégager de cette dépendance. Et donc, les conséquences, on les voit déjà. Au mois de janvier, le déficit budgétaire de la Russie, il est de 25 milliards de dollars à cause de ça. Hein, parce que c'est vrai qu'elle exporte son pétrole en Russie, en Inde, qui n'achetait pas un baril avant la guerre, mais enfin, elle l'exporte à prix discounté. Hein, donc, ça fait quand même moins de devises qui rentrent. Et on peut penser que, j'allais dire, grâce à l'effort important qu'ont consenti les Européens, hein, l'Institut Bruegel a chiffré le coût pour les gouvernements, je parle sous votre contrôle Bernard, à 800 milliards d'euros, je crois, et c'est sans compter le coût que les consommateurs ont payé, individuels et les entreprises. Eh bien, finalement, ce coût-là que nous avons encaissé, durement, hein, eh bien, il semble porter ses fruits, si je puis dire, sur l'économie russe pour les mois qui viennent. Et pourtant, si on se place simplement sur le terrain de la croissance, on va demander évidemment son avis à Bernard Guetta, regardez les prévisions du FMI. On ne peut pas dire que le FMI soit un institut russe. Pour l'année 2023, c'est une légère croissance positive. Non, alors là, c'est le comparatif. Mais pour 2024, 2,1% pour la Russie. Pour la zone euro, c'est 1,6% et 1% pour les États-Unis. De là à se dire par un raccourci que l'économie russe souffre moins que les économies occidentales, très impactées bien entendu par la crise énergétique entre autres, il n'y a qu'un pas. Mais je ne veux pas être trop cruel, mais si le FMI s'est tellement trompé sur 2022, pourquoi aurait-il tellement raison sur 2023 ? Il se trompe avec la comme il se trompe, exactement. Bon, le FMI s'est lourdement trompé sur 2022. Et pour 2023, comme pour 2022 initialement d'ailleurs, le FMI se fonde très largement sur les statistiques qui lui sont données par le ministère de l'économie et des finances russe, tout de même. Ne l'oublions pas. Donc c'est biaisé. Mais surtout, ce qu'il faut bien voir, c'est qu'effectivement, François Langlais a parfaitement décrit le mécanisme qui s'est passé. Il y a eu une envolée des prix, notamment du gaz, essentiellement du gaz, jusque septembre-octobre. Le plus haut, c'est août, effectivement. Voilà, c'est ça, jusque septembre-octobre. Et puis après, parce que nous nous sommes dégagés, les 27 pays de l'Union européenne, avec un effort concerté, véritablement très 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 bien organisé dans les réunions de nos différents ministres, nous sommes dégagés de l'emprise énergétique de la Russie, et depuis septembre, le prix du gaz s'effondre. Maintenant, nous n'achetons plus de pétrole depuis le mois de décembre, et tout simplement, la Russie ne va plus vendre à son principal client de produits énergétiques, ni gaz, ni pétrole.
Et elle ne peut pas compenser avec Mais si, elle compense en partie. d'autres Bien marchés, sûr. comme la Chine, par mais exemple. bien sûr qu'elle compense, mais elle Plein peut de pas. pays qui lui donnent des coups de main. Hein. Bien sûr. La Mais- Turquie en hébergeant les capitaux, la Chine qui a augmenté sa production de pétrole. Et là, c'est l'inverse, c'est-à-dire que la Chine paye 172 paye milliards moins de cher. dollars en Et donc, 2022. Tout pays sanctionné se trouve forcément des amis qui profitent. Évidemment, c'est l'exemple qui a été donné par François de l'Inde. L'Inde achète du pétrole russe, mais elle dit aux Russes, attendez, vous pouvez le vendre à personne, alors vous me faites un discount. Et les Russes, évidemment, font un discount. Et ça va se perpétuer de cette manière. Regardez les sanctions qui sont appliquées à l'Iran depuis très 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 longtemps. Et bien, précisément parce qu'elles sont appliquées depuis très très longtemps, l'Iran a trouvé petit à petit le moyen de les contourner, mais de les contourner très partiellement. Évidemment qu'on trouve toujours des moyens de contourner, mais très partiellement. Bon, et puis il y a l'inflation. Oui, pardon François. Non, c'était pour faire suite à ce que disait Bernard à l'instant. C'est vrai que je pense que c'est quand même plus facile de contourner aujourd'hui parce qu'il y a une espèce de contre-mondialisation qui se développe avec la montée en puissance de la Chine. Et que du coup, c'est ce que vous disiez aussi sur la Turquie, au fond, c'est tous les méchants qui s'associent. Et l'Iran, qui font- c'est avec les armes. Alors, ça n'a pas c'est d'influence exactement directe la sur même chose. l'économie, mais c'est le même. Et on le voit par exemple sur un autre point sur lequel on fondait pour le coup un optimisme exagéré, je crois, au moment du déclenchement de la guerre, c'est l'importation par la Russie de matériaux technologiques. Des pièces détachées de Sukhoi La Corée du Nord Oui. fournit un nombre Corée incroyable du de... Nord, bien sûr, la Turquie, les Émirats, qui fournissent des drones, qui fournissent des systèmes de navigation, des systèmes de brouillage, etc. Et on voit bien que c'est de plus en plus... D'abord, le poids relatif de l'Occident, il a rétréci. Il n'y a plus vraiment de maître du monde, et du coup, l'Amérique est moins en position d'imposer avec... Pas même à l'Arabie Saoudite. Pas même à l'Arabie Pas même à Saoudite, l'Arabie qui Saoudite. elle-même a glissé un peu du côté de la Russie. Hein. Tout à Ce qui fait. permettra du coup, si je prolonge votre pensée, de tenir plus longtemps, Oui. peut-être Oui. économiquement Oui, pour la Russie. Parce Et que... techniquement, parce Et que techniquement. tout ça a des impacts sur les armes. Bien sûr. Alors, c'est vrai qu'on entend parler d'histoires aussi où les Russes récupèrent les semi-conducteurs dans les frigidaires pour les mettre sur des missiles. Bon, on se dit d'ailleurs les missiles, peut-être ils seront guidés de façon un peu approximative. Donc il y a quand même des difficultés. Mais malgré tout, l'appareil militaire russe ne s'est pas arrêté, quoi. Hélène Blanc, vous avez évidemment de multiples contacts. Moi, j'aimerais qu'on revienne au niveau de la population. Est-ce que la population souffre? On a vu les chiffres de l'inflation, elle est revenue à 12%, mais enfin, elle a été de 14% sur l'année écoulée. C'est une inflation très forte. Est-ce que cette population souffre économiquement? Je pense qu'évidemment, c'est le cas, mais le problème, c'est que cette population a toujours souffert. Il y a je crois, 40% de la population vit encore au-dessous du seuil de pauvreté, malgré tous les progrès quand même technologiques et autres qui ont été faits par ce pays. Et si vous voulez, le problème, il est là, c'est que les Russes ont toujours manqué de quelque chose. Du temps de l'URSS, il y avait la pénurie de tout. Alors, ils ont appris à vivre comme ça, en contournant par le système D, en donnant des bakchiches, vous voyez, pour se faire soigner, il fallait donner de l'argent à la maîtresse, on lui donnait, je sais pas, une boîte de chocolat pour que le petit il ait de bonnes notes. Enfin, c'est comme ça que la corruption s'est installée du haut en bas dans cette société et que malheureusement, c'est encore empiré, puisque aujourd'hui, à la tête de la Russie, il y a un corrompu qui est aussi un corrupteur. Alors, ils sont mal partis. Quand les Français ne sont pas contents, à tort ou à raison, c'est un tout autre débat, de la réforme des retraites, ils peuvent descendre dans la rue. Ça ne leur est pas interdit. Mais quand les Russes ne sont pas contents de la baisse de leur niveau de vie, ils ne peuvent pas descendre dans la rue. Et donc, ça ne se voit pas. Et ça n'a pas de conséquences politiques. Dans un premier temps. Et puis, il y a un deuxième temps. Quand le pouvoir politique commence évidemment à se déliter plus ou moins, peut-être qu'à un moment, il y a une explosion. C'est la définition d'une révolution. Les révolutions, on ne s'attend jamais, on ne peut jamais les prédire, et puis un jour, elles explosent. Alors, on va voir une image. Il y avait une petite phrase que j'ai remarquée dans le discours de Vladimir Poutine, c'est qu'il a dit que les sanctions européennes, enfin les sanctions qu'il risquait, il les avait anticipées depuis des années. Donc ça veut dire que ça fait des années qu'il préparait son plan, qui d'ailleurs varie au fur et à mesure que le temps passe. C'est vrai qu'on peut le lire comme ça. Je reviens simplement aux chiffres. Alors l'image va vous sembler complètement
étrange, mais on va avoir Emmanuel Macron ce matin à Rungis. Il faisait une visite à Rungis, on en reparlera d'ailleurs tout à l'heure dans les partis pris. Pourquoi on vous montre cette image ? Tout simplement parce qu'il a été interpellé, le chef de l'État, sur précisément la question de l'économie russe, et quelqu'un lui a demandé s'il avait vu les chiffres avancés par Vladimir Poutine, chiffres très rassurants. Regardez la réponse d'Emmanuel Macron. Concernant la Russie, par rapport, on voulait les isoler. Aujourd'hui, ils ont perdu que 2%, alors qu'on nous avait promis qu'ils allaient perdre au moins 15% de leur pouvoir. Et aujourd'hui, ils sont plus que jamais... Et vous avez confiance dans les instituts de statistiques russes ? Non, mais... Bon, moi non plus. Donc ceux qui disent moins 2%, moi c'est beaucoup plus. Vous allez bien ? Ils ont des centaines de milliers de jeunes qui sont partis pour pas être mobilisés. Ils ont le truc ils ont perdu plein d'opportunités. Ils font du fric avec le gaz qu'ils vendent à d'autres. Mais le reste de l'économie, quand même, souffre beaucoup. Donc je ne crois pas du tout à ces chiffres. Ça, c'est de la propagande. C'est un pays qui n'est plus un pays démocratique libre avec un institut indépendant. Alors, ça rejoint ce que disait Bernard Guetta tout à l'heure. C'est intéressant, malgré tout. Peut-être d'ailleurs que la question est encore plus intéressante que la réponse. Elle est excellente, la question. Enfin, je pense que c'est logique que les citoyens se posent cette question exactement dans les termes où elle a été formulée. Je suis un peu étonné par la réponse du président, honnêtement. Je pense qu'on n'est plus tout à fait dans l'époque où on peut maquiller les chiffres comme on le faisait auparavant, parce qu'il y a des observateurs internationaux. Alors, il y a peut-être à la marge quelque chose. Enfin, le fait est, et ça ne sert à rien d'éviter ce constat qui est tonitruant, l'économie russe ne s'est pas effondrée. Contrairement à ce que nous pronostiquions quand l'invasion a été déclenchée. Après, il faut d'ailleurs en tirer les conséquences pour affiner nos armes économiques qui sont... alors après, on pouvait se dire « Ah, on n'aurait pas dû mettre en place les sanctions parce que finalement, c'est l'Occident qui en souffre ». C'était pas possible de ne pas sanctionner. C'était pas possible de continuer à commercer avec la Russie. Donc de ce point de vue, on n'avait pas vraiment le choix, me semble-t-il, en termes politiques, de cohérence globale. Mais la réalité, c'est que ça n'a pas provoqué l'effondrement de la Russie. Pas plus que vous rappeliez 2014, les sanctions ont commencé à ce moment-là. C'est à partir de ce moment-là où la Russie s'est autonomisée à la fois en constituant des réserves de la Banque centrale et puis en investissant dans son agriculture pour devenir le premier producteur de blé. Donc il y a eu des effets de bord, reconnaissons-les. Et ajustons le tir en conséquence. Mais le président qui nous dit moi j'y crois pas parce que c'est pas sérieux, franchement, je trouve que ce n'est pas très convaincant. Non, il y a un argument du président qui est à prendre en compte. Quand il dit, mais enfin, il y a 300 000 hommes sur le front. Il y en a 1 million, certains disent 2 millions, mais en tout cas 1 million de jeunes gens qui sont partis à l'étranger pour échapper à la conscription. Ça fait au minimum 1,5 million de personnes qui ne travaillent plus, qui ne sont plus sur... Et c'est peut-être dans les plus bêtes en plus. Exactement. Et alors dire... Mais c'est pas un effet des sanctions, ça. C'est pas non, c'est un effet de la situation. C'est un effet de la mobilisation. Mais donc dire que l'économie se porterait merveilleusement bien alors qu'il y a quand même 1,5 million de la force de travail, qui a disparu. Écoutez, non. François Langlais dit l'économie russe ne s'est pas effondrée. Oui, mais ça c'est vrai. Absolument. C'est indiscutable. Mais il y avait quelque chose de vrai dans ce que disait Emmanuel Macron ce matin. Alors, autre constat d'ailleurs, en creux, c'est que l'économie européenne ne s'est pas effondrée. Oui. Certes, les conséquences, notamment d'un point de vue énergétique, ont été très dures pour tout le monde au départ. Mais là, on a l'impression qu'il y a un rééquilibrage. Non, c'est vrai, c'est très net. On va passer à côté de la récession, très probablement. Alors que le FMI, pour reprendre la litanie des prévisions ratées du FMI, en général, si vous voulez, j'observe ça depuis 30 ans, quand le FMI dit quelque chose, il se passe le contraire. On prend moins de risques à prendre le contre-pied. C'est un peu idiot, un peu enfantin, mais c'est nourri par un tiers de siècle d'expérience. C'est la boussole qu'indique le Sud, quoi, en gros. Voilà. Alors, ce qui est un peu inquiétant, d'ailleurs, c'est que le FMI a plutôt embelli ses prévisions pour l'Europe maintenant. J'exagère. C'est vrai que c'est lié à ce qu'on évoquait tout à l'heure, c'est-à-dire, disons, le reprofilage complet des approvisionnements énergétiques de l'Europe qui s'est fait à une vitesse très importante. D'après les experts, je n'en suis pas un,
il n'y aura plus d'augmentation du prix de l'énergie comme celui que nous avons connu, au moins avant l'hiver prochain. Et ça nous donne encore des mois supplémentaires pour nous organiser. Donc, de ce point de vue, et c'était l'expression d'un trader français en matière d'hydrocarbures, Poutine a perdu la guerre de l'énergie. Parce qu'il s'est tiré une balle dans le pied. Hein. Alors, simplement pour conclure, et je ne suis pas pessimiste en posant cette question, Hélène Blanc, Bernard Guetta, Isabelle Lasserre, deux économies qui sont très équilibrées, un champ géopolitique mondial qui semble aussi assez équilibré, c'est une guerre qui va durer très longtemps encore. Écoutez, d'après certaines prévisions, oui, elle peut durer des années encore. Et le problème, il est là, c'est que Poutine table sur la lassitude des Occidentaux, des Européens notamment, qui, sous la pression de du public, de l'opinion publique, diraient écoutez, ça va bien, maintenant on arrête, parce que nous avons aussi des problèmes internes au pays qu'il faut régler. Et je crois que c'est ça effectivement, Biden l'a dit d'ailleurs, qu'il pensait que les gens allaient se lasser de soutenir l'Ukraine. Or, imaginez ce qui se passerait si la Russie gagnait la guerre. Alors, Bernard Guetta. Je ne vais pas rentrer là-dedans. Non, mais... je pense que les points de suspension... Pour répondre à votre question, question, évidemment que la guerre peut durer. Mais évidemment, c'est certainement une possibilité. Mais, d'un autre côté, pour les Ukrainiens, ne pas perdre la guerre, c'est la gagner. Pour les Russes, ne pas la gagner, c'est la perdre. Et ça crée une situation politique tout à fait différente à Moscou de celle dont nous sommes témoins à Kiev. À Kiev, le pouvoir politique est fort parce qu'il est soutenu par 99% de la population. Et avec quelle énergie et quelle volonté de résister. À Moscou, peut-être que l'opinion ne condamne pas la guerre, mais où voit-on les Russes soutenir M. Poutine? Où voit-on les Russes manifester, s'enthousiasmer dans la rue, etc. Demandons aux correspondants aujourd'hui à Moscou, trouvez-nous dans la rue des gens qui disent oui, bravo, youpi. Il n'y en a pas. Isabelle Lasserre. Oui, la guerre peut durer très longtemps, sauf accident. Accident du côté russe, c'est-à-dire un accident politique, l'éviction de Vladimir Poutine, ou un accident politico-militaire. Pour cette éviction, il faudrait un vrai accident, là, a priori, non? Non, il peut être renversé. Ça peut être un coup d'État. Et sauf accident politico-militaire, par exemple un effondrement de l'armée, je ne sais pas. Oui, en tout cas, ces deux discours, dans la même journée, hein, puisqu'on revient à ce qu'on disait tout à l'heure, s'inscrivait sur une durée, hein, peut-être, hélas. Merci infiniment à tous les trois pour vos analyses.